La Coupe du Monde a commencé il y a pile 15 jours, elle prendra fin le 15 juillet. Sur les 32 équipes présentes au départ, 16 ont déjà fait leur bagage et 48 des 64 matchs ont été joués, mais à l'aube des huitièmes de finale, les calculs sont inutiles, il faut seulement gagner, l'arithmétique cède sa place, à l'histoire, on va kiffer. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors je sais pas pour vous, mais personnellement depuis hier soir, l'intensité a encore grimpé d'un ton. On a une petite journée de répit aujourd'hui, certains diront de sevrage, ça fait bizarre, mais les quelques jours qui suivent vont être absolument incroyables. Juste avant de démarrer, oui, je sais, j'ai pas consacré d'analyse à l'élimination de l'Allemagne et à la performance du Brésil. J'avais préparé la miniature, j'avais des notes assez exhaustives, mais le temps a tout simplement manqué. Et je voulais deux choses, ne pas bâcler une vidéo juste pour la sortir. Je pense que c'est un peu le piège de YouTube dans lequel il faut éviter de tomber. Voilà, j'ai envie d'être content de chaque analyse que je produis, j'ai envie qu'elle soit de qualité et que ni vous ni moi ne perdions notre temps. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que ça me permettait d'investir plus d'énergie dans la réalisation de mes pronos pour les huitièmes de finale. Alors sans plus tarder, on commence par le premier match, Uruguay-Portugal, c'est parti. Alors sur le papier, on a deux noms assez sonores. D'un côté, le champion d'Europe en titre, porté par un Cristiano Ronaldo que tout le monde disait sur le déclin et qui n'a jamais été autant décisif, mais dont le bloc défensif est aussi très compact, très solide, difficile à manœuvrer et sur lequel le Maroc par exemple s'est cassé les dents pendant 90 minutes. En face, l'Uruguay, porté par deux duos, la charnière Jiménez-Godin, partenaire à l'Atlético et qui n'a pas concédé le moindre but depuis le début de cette compétition, et la doublette de feu Cavani-Suarez, deux des 5 meilleurs numéro 9 du monde auxquels il ne faut pas laisser le moindre espace. Mais le paradoxe de cette rencontre, c'est qu'aucune des deux équipes ne brille véritablement par ses qualités offensives ou sa propension à faire du jeu. Les Portugais pratiquent un football pragmatique, un football carapace et comptent sur l'éclat de leurs joyaux au singulier pour débloquer la situation. D'ailleurs, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Guedes ont été très peu en vue pour l'instant. L'Uruguay, lui, a montré des signes de réveil lors de son dernier match, mais n'est pas franchement séduisant non plus. Alors je sais, on va me parler de leur défense hermétique, 0 but concédé pour l'instant, mais contre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et une Russie déjà qualifiée, la performance est à relativiser. Et donc mon prono, pas le match le plus animé et une courte victoire du Portugal à l'expérience, 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Brésil-Mexique maintenant, et c'est une rencontre au fort parfum de mondial. Déjà parce que les deux nations se sont rencontrées 4 fois en Coupe du Monde, pas plus tard qu'en 2014, mais surtout parce que c'est en terre mexicaine que la Seleção de 70, la plus grande équipe de l'histoire du football, a ajouté une 3e étoile à son écusson. Et donc pour aller vite, je vois pas les Mexicains réussir l'exploit. La large défaite contre la Suède a tempéré un peu l'ardeur des hommes d'Osorio, qui ne doivent finalement leur qualification qu'au miracle coréen contre l'Allemagne. En face, le Brésil n'a pas non plus récité son football en phase de groupe, mais n'a jamais vraiment paru en danger non plus. Et sur le plan technique, c'est l'équipe qui m'a fait de loin la plus forte impression. C'est mon favori pour la victoire finale, alors je les vois s'imposer relativement aisément, un 2-0, net et sans bavure. L'Espagne et la Russie ensuite ont connu des trajectoires assez contrastées. Vastement décriée à la veille de l'ouverture du tournoi, notamment par ses propres supporters, la Sbornaïa a répondu en étrillant l'Arabie Saoudite 5-0 avant de confirmer contre l'Égypte 3-1. En face, l'Espagne de Lopetegui était initialement présentée comme un favori, un mélange d'expérience et de jeunesse que les triomphes des clubs espagnols sur la scène européenne avaient rapidement porté à maturation, mais le renvoi surprise du sélectionneur 48 heures avant le premier match de la Roja, et puis une phase de groupe un peu hésitante, a rebattu les cartes. Aujourd'hui, l'Espagne est convalescente. Cela dit, on a également entreaperçu les limites de la Russie contre l'Uruguay, et dimanche, les hommes de Hierro auront l'initiative. Je pense qu'on est vraiment au croisement des chemins pour cette équipe, et j'imagine du coup deux types de scénarios, soit une victoire poussive, 2-1 en prolongation disons, qui offre un accès au tour suivant, mais qui ne balaye aucun doute, ou un franc succès, 3-0, symbole d'une nouvelle compétition qui s'annoncerait pour l'Espagne. Croatie-Danemark maintenant, et je vous vois venir. Oui, la Croatie impressionne et son milieu de terrain est un alliage de pierres précieuses.
le diamant Modric, le rubis Rakitic, voire le saphir Kovacic, sans parler du duo d'ailier Kramaric-Perisic, c'est une sélection qui inspire la crainte. D'ailleurs, son parcours du premier tour n'a pas déçu, 3 victoires dans ce que beaucoup considéraient initialement comme le groupe de la mort, dont un succès éclatant contre l'Argentine, pas grand chose à dire. Mais en face, il y a un Danemark qui va être très dur à bouger, qui a moins de qualité individuelle, mais qui sait verrouiller son but en attendant la faille. Rappelons aussi que la sélection damier n'a pas remporté de match à élimination directe dans une compétition internationale majeure depuis 1998. Alors je les vois quand même passer, car la différence de talent me semble juste trop importante pour ne pas se traduire à un moment ou un autre sur le terrain, mais je serais très étonné de voir une large victoire. Je mise sur un 1-0 étriqué pour les Croates. On passe au prochain match et en la présence d'Angleterre-Colombie, on a typiquement le genre de huitième qui fait la beauté d'une Coupe du Monde. D'un côté, des cafeteros dont la marée de supporters donne un éclat jaune aux tribunes russes, une Colombie miraculée qui émerge à la première place d'un groupe dont elle avait initialement perdu la première rencontre, un vrai exploit. En face, les fanatiques des Three Lions sont un peu plus discrets, mais leur sélection a rarement montré autant de promesses. À l'image de la victoire éclatante des hommes de Southgate en poule 6-1 contre le Panama, la courte défaite face à la Belgique lors de l'ultime journée n'a pas éteint les ardeurs des experts anglais qui ont rarement été aussi enthousiastes. Et on a envie de l'être avec eux, alors est-ce que football's coming home ? Et est-ce que la sélection de Sa Majesté ira au bout ? Sans doute pas, mais contre la Colombie, je vois un match historique, 2-2 en prolongation et un triomphe au tir au but pour conjurer à jamais le signe indien. Ça va être fou. Belgique-Japon maintenant, qui est peut-être, sur le papier en tout cas, l'affrontement le plus déséquilibré de ces huitièmes. Les Blue Samurai ont démontré de la solidarité et même quelques séquences collectives tout à fait intéressantes, notamment contre le Sénégal, mais au final, ils n'ont remporté qu'une seule rencontre contre la Colombie et à 11 contre 10 pendant 90 minutes. Ils restent aussi sur une défaite face à la Pologne qui a un peu freiné leur dynamique positive, alors qu'en face, la Belgique impressionne, 3 victoires en autant de rencontres, quelques succès éclatants et un match sérieux contre l'Angleterre. Même s'ils ont probablement hérité de la partie de tableau la plus compliquée, plusieurs des observateurs en font des prétendants on ne peut plus sérieux à la victoire finale. Alors perso, je vois un affrontement où les Diables Rouges vont mettre un peu de temps à prendre la mesure de l'événement, peut-être un peu inhibés par leur nouveau statut, mais ils vont finir par dérouler. 0-0 à la mi-temps, 3-0 score final, c'est mon prono. Quatrième duel européen des huitièmes de finale, ce Suède-Suisse, c'est l'affiche qui oppose les deux pays que les Américains confondent. La Nati, sous la houlette de Vladimir Petkovic, a livré quelques performances mémorables, en tenant en échec le Brésil en ouverture, un partout, mais surtout en venant à bout de leurs rivaux serbes dans le temps additionnel grâce à un but de Shaqiri, né à Gniliani, ex-Yougoslavie et actuel Kosovo, et dont la célébration a beaucoup fait parler. La Suède, elle, a réussi une phase de groupe exceptionnelle, éliminant l'Allemagne malgré sa défaite, pour décrocher une première place surprise, et au lendemain de sa qualification, les fantômes de l'absence de Zlatan Ibrahimovic ont été très rapidement dissipés. Cela dit, et sans vouloir être trop sévère, j'ai pas raté une minute d'un match de la Suède et je n'ai jamais été impressionné. Défensivement, c'est très solide, ok, mais le duo d'attaque Toivonenberg fait un peu mal aux yeux et ça manque cruellement de vitesse sur les côtés. Je vois donc un match relativement fermé entre deux sélections qui n'auraient peut-être pas imaginé être aussi proches d'un quart de finale de Coupe du Monde, voire même d'une demi, puisque le vainqueur affrontera soit l'Angleterre, soit la Colombie, et je vois le potentiel offensif supérieur des Suisses faire la différence dans le money time, victoire 2-1 après prolongation. Et enfin, il n'en reste plus qu'un, et c'est d'ailleurs le premier huitième de la compétition, demain à 16h, mais ici, vous savez, on garde le meilleur pour la fin. Car entre deux sélections aux noms ronflants, mais aux performances somnolentes, entre deux sélectionneurs qui sont très loin d'avoir les grâces absolues de leurs supporters, et c'est un match coup près, c'est un match qui a tous les ingrédients pour être historique, et c'est peut-être le plus beau des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. L'Argentine de Sampaoli est passée des larmes de colère aux larmes de joie en l'espace de quelques jours, et Messi, qui n'avait jamais semblé aussi proche d'une retraite internationale définitive, pourrait finalement endosser le costume du sauveur, et le scénario serait magnifique. Sur le plan du jeu, Sampaoli, ou Mascherano, ou Messi, on sait plus trop qui décide dans ce groupe, mais l'Argentine en tout cas est repassée en 4-3-3 lors de son match décisif contre le Nigeria, et l'animation collective a montré des signes de progression, notamment dans la relance. Cela dit, on sent encore une très grosse fragilité mentale quand les événements sont contraires.
Du côté des Français maintenant, cette première phase a clairement divisé. Les pragmatiques sont satisfaits de résultats qui offrent aux Bleus la première place du groupe sans difficulté extravagante. Les passionnés regrettent un jeu poussif, une animation offensive proche du néant et une succession de rencontres qui a vu les hommes de Deschamps marquer à chaque fois un but de moins qu'au match précédent jusqu'à décrocher le titre peu glorieux de premier et seul pour l'instant 0-0 du mondial. Cela dit, un match de football se joue à deux et on sait que l'équipe de France a besoin d'espace, de beaucoup d'espace pour s'exprimer. Alors face à une Argentine qui aime avoir la possession du ballon et qui a un bloc positionné très haut sur le terrain, on pourrait voir des étincelles. Je vois donc ce 8ème comme une vraie opportunité de renouer avec la confiance déjà, et puis de rassurer les sceptiques. Je vois un match spectaculaire et je vois une victoire de l'équipe de France sur le score de 3-2. Voilà les amis, c'est tout pour mes pronos. Il me reste plus que deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai trop hâte. Petite pression pour les Bleus quand même, mais peu importe le résultat, la suite, ce sera que du bonheur. Et enfin, quels sont vos pronos à vous, si on considère qu'il y a deux issues possibles à chaque face-à-face, et si mes calculs sont bons, je crois qu'il y a 256 combinaisons possibles de qualifier pour l'écart, ça fait beaucoup, mais sur mes dernières vidéos, je crois qu'on est entre 500 et 1000 commentaires en moyenne, donc il y a quand même une bonne probabilité pour que l'un de vous trouve la bonne réponse, entre guillemets. Donc dites-moi qui se qualifiera selon vous, et j'épinglerai le ou les bons pronostiqueurs sur ma page Twitter pendant quelques jours. Voilà, cette fois c'est vraiment fini, on se retrouve très très vite pour mes analyses de ces matchs qui s'annoncent carrément passionnants. Passez un super week-end, vive le football, bisous.